Ciao ragazzi, bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen tous les lundis à 21h en direct sur Twitch. Vous pouvez aussi écouter Buonasera Calcio en podcast sur toutes les plateformes de streaming et revoir la vidéo sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à donner votre avis en notant l'émission avec les 5 étoiles et le pouce. Bonne écoute! Bonsoir à tous, bienvenue dans Buonasera Calcio, comme tous les lundis soirs à 21h. Écoutez, on va encore passer un bon moment ensemble à parler de l'actualité du football européen. Bonsoir à ceux qui sont déjà dans les commentaires, ça fait plaisir que vous soyez là. Ce soir, on va parler un petit peu de valse des entraîneurs, bien sûr, le départ de Jürgen Klopp de Liverpool, l'annonce aussi du départ de Xavi du Barça, la rumeur Arteta, et puis bien sûr tous les vautours qui se préparent pour récupérer les sièges vacants qui vont être disponibles au mois de juin. Ensuite on va passer à la Serie A, parce que l'Inter profite un peu des faux pas de la Juve et du Milan, donc surtout de la Juve, parce que le Milan était déjà très très loin. Et puis ensuite on parlera du Bayer Leverkusen qui commence doucement mais sûrement à se fissurer. Le Bayern a repris 2 points sur le Bayer, alors ils en avaient perdu 3 la semaine d'avant, donc voilà, on va faire un petit tour. Alors bien entendu, à côté de ça, vous voulez parler de n'importe quel sujet du football européen, c'est avec grand plaisir, bien sûr. Donc il n'y a aucun souci, vous savez très bien, Buonasera Calcio, c'est l'émission de la digression footballistique. Donc on en parle si vous avez envie d'en parler, tout simplement. Allez, on commence tout de suite, on va faire quand même un petit tour dans les commentaires. Oh, il n'y a pas un thème, la grande braderie de Marseille, je suis déçu, je m'en vais. Oui, c'est vrai que là ce serait pas mal, Malinowski et Vitinha qui s'en vont avec les dernières petites recrues de l'OM. Parce que Vitinha encore hier a fait une dinguerie face au Cage. Une occasion absolument stratosphérique, je pense que tout le monde l'a vu contre Monaco et il s'est raté complètement, donc c'était assez choquant à regarder. J'étais vraiment choqué pour lui, franchement ça m'a fait mal au cœur pour lui, c'est pas méchant, c'était juste le pauvre en fait. Je pense pas qu'il soit aussi nul que ça en fait, je pense que là il y a un vrai problème de confiance en soi parce que c'est pas possible de rater un but comme ça quoi. Donc voilà. Allegri, le terroriste, pensait qu'Empoli serait facile et mettre une équipe B pour tout miser sur le match contre l'Inter, on le déteste. Oui, c'est vrai. Oui, c'était pas un bon move. Honnêtement, c'était pas un super move. Empoli, en plus, a un nouveau coach, Davide Nicola, qui est un spécialiste des missions commando. D'ailleurs, Empoli a gagné 3-0 son dernier match. Je me souviens plus contre qui, mais ça faisait bien longtemps qu'ils n'avaient pas gagné 3-0. Donc, je me demande si c'était pas la Salernitana. Ah, Monza. Ouais, exact. Monza, t'as tout à fait raison. Et là, ils font un match nul contre la Juve. Davide Nicola n'a jamais été embauché, on va dire, par un club. Enfin, si, la Salernitana. Pardon, c'est vrai. Mais en fait, il a jamais eu vraiment de club qui ont parié sur lui. Mais en revanche, dès que tu es en galère et que tu appelles David Nicolas, tu es sûr que il te sort de la zone rouge. Ouais, comme dit on veut la vraie Ligue des Champions, c'est le Duprat italien, absolument. C'est tout à fait ça. Okotonujo qui veut parler du surpoids de Neymar aussi. Bon, franchement, je sais même pas si on peut encore le considérer comme un joueur de foot maintenant. Là, il s'est fait les croisés. Sa vie doit... je sais même pas. Je sais même pas comment elle est, sa vie. Honnêtement, en tous les cas, je l'envie pas. Ça a pas l'air d'être top. Mais c'est vrai que les photos avec Romario, là, c'était pas terrible. C'était pas terrible, mais maintenant... en fait, il y avait eu des photos de Neymar il y a récemment là où il avait l'air aussi très très gros et en fait c'était un deepfake. Donc maintenant en fait les photos j'arrive plus avec l'IA, c'est toujours un petit peu compliqué de savoir ce qui est vrai ce qui est vrai et ce qui est faux. Et donc je sais pas si vous avez vu d'ailleurs la polémique un peu. J'en parle parce que c'est aussi lié au sport via le football américain, mais en l'occurrence Taylor Swift s'est fait pirater des images, on va dire, et on la voyait dans des positions
peu reluisante. Enfin, je n'ai pas vu les images, mais il paraît. Ça a un peu cassé le net et je crois que X a été obligé de retirer toutes les images. Donc ça veut dire qu'on commence vraiment à avoir... On est dans une époque, c'est ça que je voulais dire, on est dans une époque où ce qu'on voit comme image, en fait, on n'arrive plus vraiment à savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Donc il va commencer à falloir... douter un petit peu de ce qu'on voit. Donc, je sais pas si Neymar n'a pas été retouché ou pas. Alors, c'était déjà le cas avec Photoshop, mais maintenant, en fait, c'est accessible à beaucoup, beaucoup de monde. Bien plus qu'avant. Donc voilà. Bon, bref. C'était un petit point intelligence artificielle. Rien à voir. Mais voilà. En tous les cas, c'est vrai que s'il ressemble vraiment à ça, Neymar, il est pas en forme. Ça, on est sûr. Ah, déjà un but du Sénégal. Ouais, en même temps, le Sénégal est une vraie équipe de foot. La Côte d'Ivoire, franchement, c'est un miracle qu'il soit là. Et c'est assez catastrophique. Ils ont viré le coach. Enfin bref, tout est catastrophique en Côte d'Ivoire au niveau footballistique. Et en revanche, le Sénégal est très clairement l'équipe la plus structurée d'Afrique, avec le Maroc, on va dire. Donc voilà, normalement... si tout se passe comme ça devrait se passer, le Sénégal ira au bout. Après le Maroc, je suis un petit peu moins convaincu, mais le Sénégal, en revanche, ça rigole pas, quoi. Ils sont là ils sont en mission, les gars savent ce qu'ils ont à faire, il y a un plan de jeu. C'est pas du football champagne, mais en tous les cas, ça joue, et ils ont des très bons joueurs aussi, donc voilà. Ça, ouais. Ce soir, d'ailleurs, vous avez vu, on ne parle pas de la CAN, mais bon, si vous voulez qu'on en parle, on peut en parler. Hein. Il y a quand même l'Égypte qui s'est fait éliminer hier, ce qui était aussi une très grosse surprise. On va commencer par la valse des entraîneurs. Comme vous l'avez vu, hein, Jürgen Klopp a annoncé son départ de Liverpool, pardon, pas de Manchester, de Liverpool. Et effectivement, ça a ému beaucoup de monde. On s'y attendait pas parce que il est un petit peu au sommet. Alors c'est vrai que ça fait 9 ans qu'il est entraîneur de Liverpool, c'est la 9e saison en tous les cas, et c'est vrai que je peux comprendre qu'entraîner un club comme Liverpool, ça peut user, très clairement, et surtout, pour continuer à gagner, t'as besoin d'avoir énormément d'énergie, je pense. Donc peut-être que c'est ce qu'il dit, hein, il dit qu'il a plus d'énergie, alors on dit aussi que sa femme est malade. Ça, c'est des rumeurs, hein. Il y a rien de confirmé par Klopp ou sa famille, mais il paraîtrait que ça pourrait être aussi une des raisons pour lesquelles il s'arrête. Ça doit aussi, certainement, si c'est le cas, lui bouffer de l'énergie, hein, très clairement. Donc voilà, en tous les cas, c'est vrai que je pense, je sais pas s'il a raison, mais si on essaie d'analyser froidement ce qu'il a fait à Liverpool, il a fait 9 saisons, il a tout gagné. Quasi, alors peut-être cette année il va prendre la coupe de l'UEFA, enfin l'Europa League, et comme ça il aura fait le tour. Mais c'est vrai qu'il a gagné un championnat. Alors malheureusement c'est un championnat qu'il a gagné période Covid, qui s'est un petit peu mal terminé. Mais bon, il l'a gagné quand même. La Champions League, il a gagné toutes les coupes. Enfin bref, il a tout gagné. Il a plié Guardiola à de nombreuses reprises. Donc en gros, c'est vrai que là, qu'est-ce que tu veux faire de plus en fait ? Là, ils sont à l'aube d'un nouveau cycle, Liverpool. Hein, ils sont au milieu d'une fin de cycle pour certains joueurs du style Van Dijk, Alisson, des joueurs comme ça. Et puis aussi au début et puis même, je sais pas, Robertson par exemple. Et en même temps, ils sont aussi au début d'un nouveau cycle avec des nouveaux joueurs comme Szoboszlai, Gakpo, Diogo Jota qui est arrivé il y a 2-3 ans mais qui, on va dire, prend du poids maintenant, etc. Et bien sûr, j'oubliais la fin de cycle Mo Salah, hein, bien entendu. Donc c'est vrai que ça va être très compliqué pour lui, en tous les cas. Probablement que s'il veut regagner une Ligue des Champions, regagner un championnat, etc., il est reparti sur un cycle de entre 3 et 5 ans. Et je pense que c'est ça qu'il voit, lui. C'est est-ce que j'ai l'énergie, pas pour l'année prochaine, mais pour repartir dans un cycle de 3 à 5 ans, ou alors est-ce qu'il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne les rênes. Donc voilà. Je pense que, justement, là, je suis en train de lire les commentaires, on va en parler juste après. Qui pour reprendre Liverpool. Alors, on veut la Ligue des Champions. La dernière journée de Première Ligue, Liverpool versus Wolves. Les billets commencent à 4 000 €, les meilleurs à 29 000 €. Waouh. L'effet Jürgen Klopp. Ah oui, c'est chaud. C'est n'importe quoi. Bon, bref. Oui, voilà. Alors, Okutunujo parle de Mourinho pour reprendre le banc du LFC.
pense pas. Je pense que le nom, en fait, si tu veux, je pense que Xavi Alonso, au début de la saison, tout le monde pouvait le voir, soit au Bayern, soit au Real. Donc voilà, très clairement. Mais récemment, il s'est passé des trucs. C'est que déjà effectivement, le Real a re-signé Ancelotti pour une longue période. Enfin, une longue période. En tous les cas, Ancelotti a dit non au Brésil et s'est réengagé avec le Real. Donc, pas de Xavi Alonso au Real, sauf si vraiment Ancelotti se trouve de façon incroyable là sur la fin de saison. Mais bon, ils n'ont pas l'air d'être partis pour ça. Je pense qu'ils vont être encore dans le dernier carré cette année en Ligue des Champions. Et puis en championnat, ça va être la bagarre avec Rijon jusqu'au bout. Hein. Donc voilà. Et en même temps, de l'autre côté, au Bayern, Tuchel fait un super boulot, hein, parce que effectivement, il faut pas oublier que Thomas Tuchel fait un travail absolument incroyable avec le Bayern Munich. C'est juste que Xavi Alonso fait quelque chose de stratosphérique, de jamais vu, même en Bundesliga, avec le Bayern. Donc on peut pas considérer que c'est un échec de Tuchel. C'est juste que effectivement, c'est juste un moment où il tombe sur une équipe qui est au sommet du football européen, donc un truc qui va jamais se voir s'il continue sur cette truc. Donc voilà. Et d'ailleurs, le Bayern a dit qu'il voulait donner de la continuité sur le banc du Bayern Munich. Donc, en fait, Xavi Alonso, tout d'un coup, se retrouve un petit peu orphelin des deux clubs dans lesquels il était, on pensait en tous les cas, l'héritier. Et puis, voilà, Jürgen Klopp s'en va, Xavi Alonso a gagné la Ligue des Champions 2005 avec Liverpool, et il est là, quoi. Il est ready. Donc, je pense que, en fait, toutes les planètes sont en train de s'aligner pour Xavi Alonso et pour le LFC. Alors, effectivement, il y a aussi la rumeur des Zerbi, comme dit, on veut la Ligue des Champions. Mais je suis pas sûr que des Zerbi ne doivent pas d'abord passer, parce que lui, il n'a pas le vécu d'un très grand joueur de très très haut niveau comme Xavi Alonso, qui connaît les vestiaires avec de très très grosses individualités, qui a gagné des titres majeurs avec toutes les équipes dans lesquelles il est passé. Donc ça veut dire que De Zerbi, il lui manque encore ça. Comment est-ce qu'il fait pour gérer un vestiaire de très grandes stars ? Est-ce que les vestiaires de très grandes stars vont respecter De Zerbi ? Alors que Xabi Alonso, en vrai, personne ne se pose la question. En fait, Xabi Alonso, partout où il est gagné, partout où il est passé, que ce soit en équipe nationale ou en club, il a gagné. Il a toujours gagné et il a gagné tous les plus grands titres. Cherchez pas, il lui manque rien dans son palmarès. Il y a rien qu'il a pas eu. Donc voilà, c'est réglé. Il a même gagné la Coupe de l'UEFA. Enfin, bref, il a tout gagné. Donc non, c'est un joueur, c'est un entraîneur extraordinaire et qui a un passé de joueur que De Zerbi n'a pas. Et donc je pense qu'il saura s'imposer dans un vestiaire d'ultra stars comme sont ceux du Bayern, du Real ou de Liverpool, et encore dans une moindre mesure. Donc voilà, moi je pense que De Zerbi, c'est peut-être un petit peu tôt. Je le verrais bien faire une étape d'abord dans un club quand même d'envergure un petit peu supérieure à Brighton. Par exemple, un club comme, je sais pas, le Milan. Je dis le Milan parce que ce serait vraiment parfait pour De Zerbi et parfait pour Milan. Enfin, plus exactement, parfait pour l'effectif du Milan d'avoir un De Zerbi. C'est-à-dire un grand club avec de la pression, mais en même temps, un vestiaire où tu as une star et puis c'est à peu près tout. Donc voilà. De Zerbi à la Juve, allez, je vais rester poli. Alors, De Zerbi à la Juve, ce serait bien, mais il est tellement, c'est un petit peu comme Maurizio Sarri. De Zerbi, il est tellement inverse à la philosophie, on va dire, de l'ADN de la Juve, que en fait ça marche pas. Sarri, en fait, quand tout d'un coup il dit en fait quand il arrive à la Juve et qu'il propose le jeu pour le jeu et peu importe le résultat, enfin entre guillemets, hein, en fait oui, on lui laisse 2 matchs et puis on voit que ça marche pas et terminé, on lui demande des résultats. De Zerbi, c'est la même chose. De Zerbi, en fait, il ne peut pas te garantir des résultats tout le temps. En revanche, il te garantit que tu vas jamais t'emmerder dans un stade. Mais tu peux pas lui demander d'avoir comme mantra fino à la fine. Très honnêtement, hein, je pense sincèrement que De Zerbi, ça ne matchera pas à la Juve parce que les dirigeants de la Juve, les supporters les tifosi de la Juve ne sont pas des tifosi qui sont tolérants avec ce genre d'entraîneur. En fait, il leur faut des gens très sérieux du type Marcello Lippi. Si on prend les grands entraîneurs, on va pas prendre Allegri parce que Allegri pour moi n'est pas un grand entraîneur et
En l'occurrence, il a, je trouve même, comment dirais-je, sali l'image de la Juve, mais c'est vrai que un Marcello Lippi, c'était un entraîneur très très bon, même Ancelotti par exemple, un très bon entraîneur qui avait des résultats et qui maîtrisait les choses. Mais Ancelotti n'a jamais été un adepte du football champagne. Ancelotti est un pragmatique qui s'adapte et qui obtient des résultats. Alors si ça joue bien, bah, il est content. Si ça joue pas bien, il en a rien à foutre, Ancelotti. L'important, c'est qu'il gagne et que les gens se sentent bien et que ce soit une belle aventure humaine. C'est ça, en fait. Donc voilà. Alors, on va faire un petit tour. En 3, il y aurait Gerrard, mais c'est pas un super coach. Effectivement, on est même dans l'euphémisme. Gerrard, c'est quand même vraiment, d'ailleurs, pas du tout un bon coach. C'est un peu le pendant de comment il s'appelle, l'ancien coach de Chelsea, l'ancien joueur de Chelsea, Frank Lampard. C'est vraiment ce genre de coach là où, en fait, on a énormément d'espoir en eux parce que c'était des grands joueurs et puis qu'on les aimait. Alors, en particulier Gerrard, peut-être un petit peu plus que Lampard, mais c'est vrai que là, ils n'ont pas de qualité, ils n'ont pas montré, on voit tout de suite qu'ils n'ont pas cette patte-là, quoi, contrairement à Xabi Alonso, qui a une vraie, oui, voilà, ou comme dit, on veut la vraie dans champion, Thierry Henry et Patrick Vieira, je suis tout à fait d'accord. Thierry Henry, il continue à surfer sur la hype, mais c'est un mauvais entraîneur. Et ça va continuer. Ou Rooney, voilà, c'est des joueurs comme ça. C'est pas parce que tu as été un grand joueur. Platini, allez, Platini, on peut y aller. Platini, je suis désolé, mais pas du tout un bon entraîneur. Enfin, en l'occurrence, il a été sélectionneur, mais pas du tout un bon sélectionneur. Donc voilà. Souvent, les très grands joueurs font des mauvais entraîneurs. Alors, bien sûr, exception faite de 2-3 joueurs comme ça au passage. En l'occurrence Zidane, en l'occurrence peut-être Beckenbauer dans une certaine mesure, vu qu'il a été champion du monde quand même, et puis qu'il a eu de très très nombreux succès avec le Bayern, mais enfin un petit peu en tant qu'entraîneur, mais surtout en tant que dirigeant. Donc voilà, mais à part et Johan Cruyff, voilà, ça doit être les 3 exceptions, on va dire, qui sont majeures dans le foot, parce que très souvent, quand tu es très fort au foot, tu es très agacé d'expliquer à des joueurs qui n'arrivent pas à faire ce que toi tu fais, en fait. Et donc tu commences à t'agacer en disant mais c'est pas possible, pourquoi ils comprennent pas, quoi. Donc voilà. Alors que c'est vrai que Cruyff, on va dire Beckenbauer et Zidane, c'est à peu près les seuls qui ont réussi à se hisser en tant qu'entraîneur au niveau qu'ils avaient en tant que joueurs, même si pour Zidane, j'attends toujours une confirmation, en fait. Je veux savoir si c'était le bon club au bon moment avec le bon effectif ou si c'est parce que c'est un grand manager. Donc voilà, on verra. Xavi, absolument. Xavi, t'as tout à fait raison. Cruyff, il a changé le foot. Oui et non. Enfin, c'est pas forcément Cruyff qui a changé le foot. Il a amené dans un club particulier, donc le Barça, la philosophie qu'il avait appris à l'Ajax avec Niskens. Donc c'est juste que le football total de l'Ajax, il l'a transposé au Barça avec les joueurs qu'il avait à cette époque-là, qui étaient de très grands joueurs, très très grands joueurs, Romario, Stoichkov, enfin je veux dire, t'as 2 ballons d'or. Alors il y a que Risto Stoichkov, mais qui est ballon d'or parce qu'à l'époque Romario peut pas prendre le ballon d'or parce que ça ne concerne pas les Sud-Américains, mais en théorie les 2 auraient dû avoir le ballon d'or, plus des Ronald Koeman, plus des joueurs espagnols à l'époque, parce que bon, l'arrêt Bosman n'était pas passé, donc beaucoup de joueurs espagnols qui étaient de bon niveau, ça faisait une excellente équipe, et voilà, il amène ça, on va dire, au football espagnol, mais c'est quelque chose qu'il a appris à l'Ajax en Hollande, donc voilà. Je pense que c'est plutôt la Hollande et l'Ajax qui a révolutionné le foot. Donc voilà. Je ne considère pas que Cruyff ait révolutionné le foot. Il l'a peut-être sublimé, c'est-à-dire le football total. Puis ensuite, Guardiola l'a encore transformé. Mais ces 3 entraîneurs-là, enfin Niskens, Cruyff et Guardiola, viennent du même moule. Quelqu'un qui a révolutionné le football, et je ne dis pas ça parce que c'est lui, mais c'est ou parce que je suis teinté de ma qualité de supporter. Mais Arrigo Sacchi a révolutionné le football. Il a réellement révolutionné le football parce qu'il a inventé quelque chose dans le foot, dans la tactique du football qui n'existait pas. Et il s'est inspiré de personne. Il y a personne qui lui a dit qu'il fallait qu'il joue en zone, que le 4-4-2 à plat avec justement. Alors il s'est quand même un petit peu inspiré du football total parce que effectivement dans le Milan de Sacchi, en fait,
tout le monde pouvait être tout. Il n'y avait pas des postes définis. Et ça, c'est le football total de Liskens qui le crée, en fait, de l'Ajax. Donc voilà. Le football total, c'est ça, en fait. Hein. C'est juste qu'un latéral peut se retrouver numéro 9, un numéro 9 peut se retrouver milieu de terrain, un milieu de terrain peut se retrouver ailier. Ce qu'on voit maintenant, ce qu'on appelle les compensations, c'est quelque chose qui est révolutionnaire dans les années 70, 80, 90. Donc voilà, c'est juste ça, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'avant, on ne bougeait pas des positions qu'on devait avoir. T'es libéraux, tu montes pas. Il y avait que les très grands joueurs du type Beckenbauer ou justement l'Ajax des années 70 qui faisaient ce genre de choses. Donc voilà. Bon, bref, on a dévié, mais c'était très intéressant en tous les cas. Donc oui, Xavi Alonso à Liverpool, je pense que c'est gros comme une maison. Ça m'a l'air d'être bien parti. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, franchement, s'ils prennent des derbies, c'est couillu. C'est couillu. Après, Liverpool, c'est pas Manchester United. C'est pas Chelsea, c'est pas des clubs comme ça. Donc c'est vrai que la star, on va dire, parce qu'il y en a quand même quelques-unes, se font beaucoup plus dans le collectif naturellement à Liverpool, d'autant plus après 9 ans de Jürgen Klopp. Donc c'est vrai que De Zerbi à Liverpool peut-être aurait quand même un certain crédit. Après, il faudrait que Liverpool soit aussi tolérant et patient qu'ils l'ont été en fait avec Jürgen Klopp, parce qu'au début, Jürgen Klopp, les 6 premiers mois, ça va pas, hein, mais pas du tout. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez, mais ça ne marche pas. Mais alors, vraiment, ça marche pas. Et il le vire pas, il le garde jusqu'à la fin de saison, et finalement, la saison suivante, on commence à voir les bribes de ce qu'est le Liverpool de Klopp. Donc voilà. Ouais, ça peut être intéressant. Xavi qui s'en va. Alors attends, il le faisait en équipe nationale aussi, oui, tout à fait, le football total de la Hollande. Il faut qu'il prenne Gattuso, pourquoi pas. Alors Gattuso, bon, franchement, c'est pas un mauvais coach, mais c'est un Steven Gerrard, voilà. C'est vraiment un Steven Gerrard. Parce que Steven Gerrard, ce qu'il a fait avec les Rangers, je crois qu'il y est encore, c'est pas mal, hein. C'est pas fou, c'est pas dégueulasse, hein, mais c'est pas génial, quoi. C'est assez basique, on va dire. C'est pas du tout élaboré. Pourtant, il en a eu des grands coachs, mais je sais pas. Ça a pas... Après, il a eu beaucoup de tocards aussi. Mais on va dire qu'il a eu quand même un ou deux grands coachs. Donc, il aurait pu apprendre. Mais bon, bref. Mais il a eu énormément de tocards. Franchement, Liverpool, c'est quand même beaucoup, beaucoup de tocards anglais qui se sont enchaînés comme coach de Liverpool avant que Jürgen Klopp prenne l'équipe en main. Peut-être le meilleur anglais, hein, je parle, c'est Brendan Rodgers. Et encore, je suis pas sûr qu'il soit pas gallois, Brendan Rodgers. Mais bon, en tous les cas, il fait partie du Royaume-Uni. Donc voilà. Au Barça, Xavi qui dit qui jette l'éponge. Je sais pas si vous avez vu ce match Barça Villarreal qui était complètement fou. Donc voilà, je vais pas vous raconter le match parce que vous l'avez probablement vu, vous en avez entendu parler, mais bon, ça s'est terminé par un 5-3 famélique pour le Barça, et finalement, il a jeté l'éponge et il a déclaré que il partait le 30 juin et que c'était mieux pour les joueurs et que ça allait les libérer. Alors moi, ça j'ai pas bien compris. Oui, alors au Cotonou, tu parles de Kenny Dalglish, bien entendu, mais ça c'était à l'époque où ça gagnait encore. Donc voilà. Après, il a fait des retours Kenny Dalglish qui n'étaient pas terribles, mais il a eu son premier passage, était très très bien. Donc voilà. Et effectivement, tu as tout à fait raison. Ça parle beaucoup de flics au Barça. Ce qui pourrait être une bonne solution pour le Barça. Ça parle aussi de Mourinho. Il ne faut pas oublier que Mourinho a commencé son histoire, on va dire, au Barça et pas au Real. Hein. Il est passé au Real ensuite, mais il a été adjoint, hein, on en parlait la semaine dernière. Donc c'est vrai que ça va être très compliqué pour Laporta de ne pas succomber à Mourinho. Et puis, toi, tu dis Nagelsmann. Nagelsmann, j'ai pas entendu de rumeur, mais effectivement, tu as tout à fait raison. C'est quelque chose qui est on va dire, qu'on peut imaginer.
Et c'est vrai que la quatrième rumeur, et c'est la plus importante, je pense, et tu as tout à fait raison, on veut la Ligue des Champions, c'est Thiago Motta. Thiago Motta qui serait a priori le choix numéro un, enfin un bis avec Flick, Hansi Flick. Donc vraiment, ça se jouerait entre Hansi Flick et Thiago Motta. Je comprendrais Hansi Flick qui est un peu à la relance de sa carrière. Parce que Bayern, tout gagné avec le Bayern, revient au Bayern, pas terrible, se fait virer, part en équipe nationale. En équipe nationale, c'est vraiment merdique, il se fait virer. Et puis là, il est un peu au milieu de nulle part. Donc lui, qui reprenne le Barça, je peux comprendre. Parce que finalement, c'est la relance de sa carrière. S'il fait quelque chose de bien, ça peut être un nouveau départ. Si en revanche, il se refoire, là, c'est terminé. Merci, c'est gentil. Bonne journée, c'est gentil. Il retombe un peu dans l'anonymat et probablement, ce sera fini pour sa carrière. Parce que je pense qu'il veut pas, après avoir tout gagné avec le Bayern, entraîner l'équipe nationale allemande. C'est compliqué d'accepter un Augsbourg, quoi, par exemple. Tu fais pas ça. Ou, je sais pas, je sais pas quoi dire, mais style un Brighton ou un truc comme ça. Tu fais pas ce genre de choses quand tu es Hansi Flick dans sa position. Ça veut donc dire que là, en gros, le Barça, c'est son standing. Il le fait. Il sait que le Barça le prendrait parce que le Barça est en difficulté, parce que c'est pas un Barça qui est au top, ni financièrement, ni en termes de recrutement. C'est pas terrible. Leur équipe, elle est pas top. Honnêtement, quand tu regardes les joueurs, moi, je suis pas impressionné. Lewandowski, il est vraiment en fin de vie, fin de vie footballistique. Sans Ter Stegen, cette équipe, c'est une passoire. Quand tu prends 5 buts contre Villarreal, qui est dans les tréfonds de la Liga, c'est qu'il y a un problème, quoi. Donc je pense que effectivement, il y a 2-3 bons joueurs dans l'équipe, mais ça tourne pas. Et que Hansi Flick le fasse, pourquoi pas. Mais Thiago Motta, il est à l'aube de sa carrière. Pourquoi aller se cramer directement dans un club flingué, parce qu'en ce moment, ils sont flingués, et sans aucun moyen, parce que de toute façon, tu peux pas recruter. Dès que tu recrutes un truc, il y a toujours quelqu'un qui te dit « Ah non, mais lui, tu peux pas l'inscrire, ceci, cela. » Puis en plus, tu as une pression. Ça fait partie de ces clubs, le Barça, où tu as une pression absolument incroyable. Si Xavi a pris une pression comme ça, imagine ce que va prendre Thiago Motta. Donc c'est vrai que pour Motta, le move politiquement ou stratégiquement, il est tout pourri. Il faut surtout pas qu'il fasse ça. Donc je pense que Hansi Flick est beaucoup plus crédible, ou un Mourinho pareil qui se voit encore rayonnant sur l'Europe. Il se dire allez, je fais one last dance avec le Barça et puis on voit ce que ça donne. Si je les remets sur pied, je deviens le Messi du football mondial. Le Messi, pas Léo, mais le Messi, quoi. Donc oui, c'est pourquoi pas. Mourinho, Hansi Flick, je comprends parce que c'est la relance de leur carrière, le Barça. Mais le Barça n'est pas en position pour aller recruter un top entraîneur comme De Zerbi ou Thiago Motta, que toute l'Europe s'arrache. Ils ont des projets qui sont vachement positifs, dynamiques, ambitieux, qui leur sont proposés. Pourquoi aller dans un bateau qui coule, quoi? Enfin, il n'y a pas de raison. Donc voilà, moi j'y crois pas trop. Domenech est libre pour le Barça, dit Okutonujo. Effectivement, très honnêtement, personnellement, mais ça, là c'est intime, je leur souhaite vraiment de prendre Domenech. mais c'est parce que voilà, j'ai un rapport particulier avec le Barça, donc voilà. On veut la Ligue des Champions qui dit il n'y a pas Rafael Marquez. Étonnant, il entraîne déjà le Barça B. Alors c'est probablement, si ça se termine mal avec Xavi, c'est ce qu'on disait, parce que avant que Xavi se mette lui-même un coup de pied au cul en déclarant qu'il allait plus entraîner le Barça le 30 juin, en fait, il était bien possible que Xavi saute. Donc, en gros, Rafael Marquez serait celui qui potentiellement reprendrait l'équipe en intérim, quoi. Et d'ailleurs, c'est pas parce que Xavi a dit que le 30 juin il s'en va qu'il va pas s'en aller avant, parce que s'il enchaîne 2 défaites en championnat par exemple, mais il va dégager, je te le dis, c'est sûr, parce qu'en fait tu peux pas, le Barça doit se qualifier en Ligue des Champions.
Ils peuvent pas faire autrement. Financièrement, là, c'est une question de vie ou de mort. Donc en fait, tu peux pas ne pas terminer quatrième. Et là, l'Athletic Club Bilbao s'est raté ce week-end en faisant un match nul en bois 0-0 et n'a pas pris la place du Barça. Mais ils peuvent le faire en fait. Hein. Si le Barça continue comme ça, l'Athletic en ce moment, ils sont très très chauds. Ils jouent très bien. Et d'ailleurs, je les ai vus en couple là dans la semaine, c'était vraiment très très bien. Donc non, effectivement, non, très 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 possible que Xavi termine pas la saison en fait, même si lui s'est auto-licencié voilà pour le 30 juin. Mais bon. Ils veulent pas prendre Allegri au Barça, on l'amène direct à l'aéroport, nous. Ah, là, c'est clair que passer du tiki-taka, parce que dans leur tête, ils jouent encore le football de 2015 ou de 2011, hein, le Barça. Ça fait des années qu'ils nous gonflent avec ça, alors que franchement, ça fait quand même bien 6, 7, 8 ans que c'est quand même super dégueu à regarder, le Barça. Enfin, c'est compliqué, même la saison dernière où ils sont champions. Ils sont champions parce qu'ils ont la meilleure défense du championnat et le jeu est pitoyable. Donc voilà. Et en fait, ils n'ont pas la meilleure défense du championnat. On le voit là cette année. Ils ont le meilleur goal, probablement un des meilleurs goals, le meilleur goal du monde. Donc c'est ça qui fait la grosse différence parce que quand il est pas là, Ter Stegen, il se passe rien. Enfin, il se passe beaucoup de choses justement. Donc en gros, tu passes du tiki-taka dans ta tête. Football Total, Johan Cruyff, tout ça, de 2011 et 2015, à Allegri. Franchement, même si ça fait 7-8 ans qu'ils jouent pas bien, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts, il va y avoir des... Moi pour les supporters, pour les coulisses, je ferais pas ça. J'aurais trop peur pour des questions voilà, de salubrité, de santé publique. Hein. Tout simplement de santé publique. Moi, je veux pas de mal aux Catalans, aux Espagnols, donc voilà. Voilà un petit peu. Bon, et puis alors je vais terminer aussi par la rumeur Arteta. Hein. Vous avez vu, il y a eu une rumeur sur X, et puis pas que sur X d'ailleurs, qui disait que Arteta, pareil, lui annonçait la fin de carrière, pardon, qui démissionnait, qu'est-ce que je raconte, qui démissionnait d'Arsenal à la fin de saison. Après 6 ans, je crois, au club. Ce qui aurait été compréhensible, parce que j'ai pas l'impression que le projet Arsenal évolue. Il est bien monté, et il est maintenant bien ancré dans le top 4 de la Première Ligue, donc ça c'est déjà très bien. Ils sont retournés en Ligue des Champions, c'est super. Maintenant, j'ai pas l'impression que ils se donnent les moyens de franchir un palier. Hein. Il leur manque des stars, tout simplement. Il leur faut des très grandes stars. Et alors peut-être que s'ils recrutent Kylian Mbappé cet été, pourquoi pas, hein, ce sera peut-être ça le grand pas, mais j'ai l'impression que le projet d'Arsenal stagne un peu et va rester comme il l'a été pendant des années avec Arsène Wenger avant que ça s'effondre. Toujours dans le Big Four et puis jamais prendre un titre quoi, ou très très rarement, et encore ce sera une Cup ou une League Cup. Donc voilà, donc c'est un peu ça que ça me donne. Et je me suis dit, moi quand j'ai entendu le truc, je me suis dit Arteta au Barça, alors ça peut être intéressant. Il connaît la maison, il a un vrai plan de jeu, il s'est structuré à Arsenal, c'est un bon entraîneur, hein, honnêtement. Hein. Moi je trouve qu'avec le matériel qu'il a à Arsenal, il fait plutôt des bonnes choses. Parce que c'est pas non plus le top, la crème de la crème, hein, les joueurs qui y a à Arsenal, hein, c'est des joueurs un peu jeunes, pas mal talentueux, mais c'est pas ouf quand même. Hein. Donc voilà, non c'est moi je trouvais ça logique en fait. Bon alors il a démenti directement après. Il a été d'ailleurs outré d'entendre ça. Il a dit qu'il démissionnerait pas. Moi ça me ferait marrer qu'après tout ça il démissionne. ça me ferait rire. Donc voilà, mais bon, on verra bien comment ça va se terminer cette saison pour Arteta. Un petit retour sur Liverpool. À Liverpool, pour le dernier match, comme je l'ai dit, les billets s'envolent. Au Barça, pour le dernier match de Xavi, on te paye pour y aller. Oui, grave. Surtout qu'en plus, c'est à Montjuïc, hein, au stade olympique. Il est dégueulasse, ce stade. C'est un stade olympique, donc tout pareil qu'à Rome ou des trucs comme ça. Les stades olympiques, ou même l'ancien stade du Bayern, je ne sais pas si vous l'avez connu, si vous vous en rappelez, c'était aussi le stade olympique de Munich, c'est des JO de 72, je crois, les tristement célèbres JO de 72, avec la prise d'otage des athlètes israéliens.
Mais oui, donc c'est effectivement des stades qui sont absolument pas faits pour le football. Tu es à 4 kilomètres à peu près du terrain. Donc tu perds une ambiance absolument dingue. Très souvent, comme c'est des stades pour les JO d'été, bah, il n'y a pas de toit. Parce que bah, de toute façon ils sont destinés à la base à être utilisés uniquement pour l'été, et ce qui fait que bah, en fait ton ambiance elle part directement vers le soleil et pas du tout dans le stade quoi. Donc c'est horrible. C'est d'ailleurs pareil un petit peu que le Stade de France, hein, le Stade de France qui est un stade absolument dégueulasse. Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui a passé une bonne soirée au Stade de France, excepté le 12 juillet 98, et encore je suis même pas sûr qu'il y ait eu une ambiance absolument phénoménale ce soir-là. Honnêtement, moi, tous les matchs que je suis allé voir au Stade de France, j'avais l'impression d'être dans un stade communal, quoi. C'est horrible, ce stade est horrible. Et déjà, il y a un courant d'air qui est horrible, et en plus, il n'y a absolument aucune ambiance. Rien, que dalle, Walou, rien. C'est un stade dégueulasse. Mais vraiment, je le dis parce que les gens, enfin je sais pas, il y a un inconscient collectif qui pense que le Stade de France, parce qu'il s'est passé des choses, on va dire un petit peu exceptionnelles, comme la première Coupe du Monde, bon, on dirait que c'est un beau stade. Je suis allé voir du rugby, je suis allé voir du foot, c'est la même chose. C'est toujours pourri. Donc voilà, l'ambiance est naze. C'est comme le Vélodrome à l'époque, quand il était vraiment ouvert, mais je te parle du Vélodrome des années 80, le stade Vélodrome des années 80. En fait, tu avais une ferveur de fou dans les tribunes que tu ne sentais absolument pas sur le terrain parce que tout partait dans le ciel. Et puis en plus, bah, il y avait effectivement cette piste de vélo autour du stade qui mettait le public à 250 km du terrain. Donc c'était complètement fou. D'ailleurs, alors que maintenant, le stade Vélodrome est devenu un des stades où il y a la meilleure ambiance d'Europe. Hein. On peut le dire très clairement, sans aucun problème. J'y suis allé il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an ou 2. C'est vraiment une très bonne ambiance. Donc voilà. C'est pas San Siro, mais c'est pas mal. Alors, tu sais que sur Twitch, tu peux voir les travaux du Camp Nou, ça doit être sympa. Tu sors ce soir? Non, je peux pas, je mate les travaux du Camp Nou sur Twitch. Ouais. Bah, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais je pense que ça va être bien. Hein. Enfin, s'ils arrivent à le faire jusqu'au bout et qu'ils déposent pas le bilan avant, ça peut être pas mal, je pense. Je pense que ça peut être bien. J'ai bien aimé le concert de Muse. Ah oui, mais peut-être pour la musique, c'est bien. Hein, ça, je dis pas, je suis allé voir NTM au Stade de France. Donc voilà, c'est très bien. Pas pour rien que le PSG est resté au Parc des Princes. Bah oui, c'est clair, c'est sûr. Il faut, franchement, le Parc des Princes est un très beau stade. Hein. Je sais pas si vous y êtes déjà allé, mais c'est un stade où il y a énormément d'ambiance. Alors, c'est beaucoup plus petit. Hein. Bon, enfin, maintenant, il fait 40-45, je crois. Moi, quand j'y allais, quand j'étais jeune, il était plus à 35, mais ça change pas que c'était assourdissant le bruit au Parc des Princes. C'est un stade où, quand il y avait des copes, parce que maintenant il n'y en a plus, mais quand il y avait des copes, il y avait une ambiance absolument incroyable. Et d'ailleurs, les supporters du Paris Saint-Germain vont me comprendre. Les copes à l'époque, même si tout n'était pas bien dans les copes du Paris Saint-Germain, hein, très clairement, surtout à Boulogne, mais ils se parlaient et ils se répondaient. Quand ça allait à peu près, quand c'était pas la guerre entre Auteuil et Boulogne, en fait, on les entendait se répondre et c'était excellent. Il y avait 2 copes à Paris et c'était vraiment excellent de les entendre. C'est nous les Parisiens et partir dans l'autre sens et tout. Donc c'était top. C'était vraiment une super ambiance. Bon, voilà. Bon, après, c'était une ambiance, on va dire, sonore, sympa. Après, l'ambiance était chelou. Hein. Je vous dis, les sorties du Parc des Princes, j'ai souvent couru. Hein. Très, très vite. Hein, parce que c'était très bizarre. Donc voilà. Bon, bref. C'est un autre temps. Je m'amuse plus à la praille. Oui, c'est clair. Je peux bien le croire. Il y aura un distributeur de churros au Camp Nou, probablement. Je pense que ça va être l'attraction numéro 1 d'ailleurs. Hein, parce que si l'équipe reste comme ça, probablement que sans le distributeur de churros, personne vient. donc voilà. Bref, voilà, on a fait un petit peu le tour de la valse des entraîneurs, hein, mais bon, Thiago Motta, Pioli aussi a priori, hein, tout le monde a annoncé qu'il partait en fin de saison, donc effectivement, a priori, il y a aussi une place à Milan. Donc voilà, donc il y a pas mal de gros clubs où il va y avoir des places, et ça va être un petit peu, je pense, cet été, la valse des entraîneurs, donc voilà, j'espère qu'à Milan, pour vous donner mon point de vue de tifoso du Milan, ce sera soit des Zerbi, soit Motta, l'un ou l'autre. Ce serait vraiment les 2 coachs que j'ai envie de voir, parce que je pense qu'ils collent au projet du Milan. Pas parce qu'ils ont la hype, etc.
C'est très clairement des coachs comme Pioli qui savent exploiter des jeunes talents, les transformer, avoir un jeu ambitieux, etc., etc. Voilà, c'est pas du tout un grand coach qu'il nous faut. Je pense pas que Antonio Conte ou des coachs comme peut-être peut-être Xavi Alonso, mais Xavi Alonso, le problème c'est qu'il est demandé par tellement de clubs que voilà, quoi, ça va être compliqué d'aller le chercher. Mais c'est pas des grands coachs comme Mourinho, on va dire, allez, Mourinho, Conte, des choses comme ça. Vraiment pas, ça colle pas du tout au projet que le Milan prend, la direction que prend Milan, sauf si, comme les rumeurs l'attestent, le PIF, donc le fonds d'investissement saoudien, rachète le Milan à Jerry Cardinal et Redbird Capital. Ça, c'est possible. Alors à ce moment-là, bon, bah là, on rentrera dans une autre dimension et on sera comme le Paris Saint-Germain ou Manchester City, c'est-à-dire qu'on aura des moyens absolument illimités. Et donc, forcément, bah, on aura des Pep Guardiola, on aura je sais pas, des Thomas Tuchel, des Jürgen Klopp, des choses comme ça, bien entendu. Donc voilà. Jürgen Klopp, d'ailleurs, qui est un adorateur, et il l'a dit récemment encore, du Milan d'Arrigo Sacchi. Pour lui, en fait, il s'est inspiré essentiellement du Milan d'Arrigo Sacchi pour construire son Liverpool. Donc, voilà. C'est lui qui le dit, pas moi. Un ancien interiste qui entraînerait le Milan, ça te dérangerait pas? Bah, tu sais, Stefano Pioli, il a entraîné l'Inter avant. Et pourtant, bon, bah voilà, je remets pas en doute sa fidélité, on va dire. Ancelotti a entraîné la Juve avant d'entraîner le Milan. Bref, Leonardo a entraîné le Milan, puis ensuite entraîné l'Inter. Non, c'est pas trop un problème en Italie, ce genre de choses. Regarde Bobo Vieri. Bobo Vieri, il a fait tous les clubs d'Italie. Très clairement. Roberto Baggio, il a fait tous les grands clubs d'Italie. Donc, tous les grands clubs d'Italie, Vieri et Baggio. Des gens comme ça, quoi. C'est vraiment... c'est pas un problème, en fait. Une fois que tu revêtis un maillot en Italie, regarde Zlatan, oui, tout à fait, voilà. Exactement, tu as tout à fait raison. On veut la Ligue des Champions. Zlatan, voilà, il a fait tous les grands clubs en Italie aussi. C'est pas un problème, en fait. Inzaghi avant d'être l'icône qu'il est à Milan, il était à la Juve. Hein. Donc voilà, c'est pas un problème. L'important, c'est ce que tu donnes quand tu es dans le club. C'est ça qu'on te demande en Italie. C'est d'être à 100% investi. Ce que Stefano Pioli est, par exemple. Il est pourtant profondément supporter de l'Inter, hein, avant même d'avoir été l'entraîneur de l'Inter. C'est un Nerazzurro. Donc voilà, et pourtant, bah, voilà, il a gagné le titre contre l'Inter. Je ne l'ai jamais vu ne pas représenter Milan correctement. Stefano Pioli, c'est un homme absolument délicieux, de classe, de gentillesse, de bienveillance. Donc, alors après, techniquement, tactiquement, des fois, j'ai des problèmes avec lui. Mais voilà, effectivement. Gasperini au Milan, non, mais là c'est autre chose. Bon, déjà Gasperini est profondément Juventini, mais Gasperini en fait je ne l'aime pas. Sa personnalité je la déteste. Et je pense que c'est pas un homme très gentil, Gasperini, mais je reconnais son talent. Il a un certain talent, mais en même temps s'il reste à l'Atalanta, c'est qu'il y a une raison. Quand je dis l'Atalanta, c'est pas l'Atalanta en particulier, mais c'est un club de cette dimension-là. S'il est jamais allé plus haut, c'est qu'il y a une raison. C'est que c'est quelqu'un qui a du mal avec son tempérament, et je suis pas sûr que ce soit vraiment quelqu'un de très bien, mais bon, bref. Pirlo. Pirlo, le problème c'est qu'il a pas de talent, Pirlo, comme entraîneur. Il fait partie de ces grands joueurs qui n'ont aucun talent comme entraîneur. Donc, pas aucun, mais en tous les cas, peu de talent. Aucun talent, c'est peut-être un Inzaghi, je pense. Pirlo, peut-être un petit peu plus. Il fait du bon travail avec la Samp en ce moment en Série B. Donc voilà. Quand tu passes de Naples à la Juve, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, mais c'est compliqué pas longtemps. Hein, je veux dire, Higuaín, au début, les premiers jours à la Juve, les gens le regardaient bizarrement, et puis une semaine après, il avait marqué 2 buts, et puis c'était devenu une idole à Turin, alors que c'était l'idole du Napoli. Alors après, quand tu retournes dans le club, oui, là, c'est pas pareil. Zlatan, les premiers derbys, c'était compliqué, et puis même encore maintenant. Hein. Enfin, bon, il joue plus, mais jusqu'à l'année dernière, les derbys contre l'Inter, c'était compliqué. Donc voilà. Non, je disais, Pirlo a fait les 3 grands clubs, effectivement, absolument. Sauf qu'il n'a brillé que dans 2. Et il a étincelé que dans 1. Parce que bon, forcément, tu peux pas considérer que ce qu'il a fait à la Juve arrive à la cheville de ce qu'il a fait au Milan. Voilà,
ça n'a rien à voir. C'est complètement différent. Tu gagnes, tu fais pas une finale de Ligue des Champions tous les 2 ans pendant 10 ans, en gagnant 2 au passage, et puis tu le compares pas à gagner 8 titres. En fait, c'est pas, ou même 6 titres, enfin, je sais pas combien il en gagne lui, mais c'est pas, ça n'a rien à voir. Dans une Serie A qui est sinistrée à ce moment-là, là où il a étincelé, c'était au Milan. Là où il a bien joué, c'était à la Juve. Et puis à l'Inter, il était inoffensif. Enfin, il n'existait pas, quoi. Je veux dire, d'ailleurs, il n'était pas bon. Il était pas bon à l'Inter. Donc voilà. J'avais un doute sur l'Inter, mais j'ai vérifié. Et oui, il a bien été là-bas. Ouais, absolument. Milan, on va le chercher à l'Inter. Absolument. C'est un joueur interiste qui est recruté. À la base, on le prend. C'est un milieu de terrain relayeur. Tout le monde se dit, oui, bon, rien de spécial. C'est Ancelotti qui le transforme. Hein. C'est vraiment Ancelotti qui le transforme en lui donnant cette espèce de rôle de regista là qui change tout en fait dans la carrière de Pirlo. Parce qu'à la base c'était un milieu relayeur moyen parce qu'en fait il n'avait pas vraiment le coffre et l'impact. Alors que quand il l'a fait reculer, tout d'un coup il a eu la vision, la vision il l'a toujours eu et il avait le temps de l'exploiter. Donc c'est ça qui a transformé Pirlo, c'est Ancelotti quoi. C'est le sapin de Noël qui a transformé Pirlo. Donc voilà. Voilà. Bah écoute, justement, en parlant de l'Inter, on va passer sur la Serie A. Hein. On a fait un beau petit tour des entraîneurs et des possibles mouvements de l'année prochaine. Et puis d'ailleurs, on y a passé un sacré bout de temps. Donc on va faire un petit peu plus court pour le reste, mais c'était très intéressant. Moi, ça m'a passionné de discuter de ça avec vous. L'Inter en profite, bah oui, parce que effectivement, comme tu le disais, on veut la vraie Ligue des Champions. Allegri a tenté à coup de poker en mettant une espèce d'équipe B bizarre, en tous les cas une A', pas l'équipe vraiment titulaire. Peut-être happé par la coupe ou je sais pas. Bref, je sais pas ce qu'il fait. Mais... Milik Arcadius, le bien nommé Milik, j'ai toujours trouvé son prénom magnifique. Enfin, je veux dire, c'est un prénom d'héros, quoi, de héros. C'est pas un prénom, tu vois, c'est pas un prénom commun. Arcadius, Milik. Je trouve Arcadius, ça fait tellement. Enfin bref, c'est un très beau prénom. Ça doit être compliqué à porter, tu vois. Mais franchement, t'arrives, on t'appelle Arcadius, tout le monde se calme dans la salle, quoi, normalement. Donc voilà. Et en l'occurrence, effectivement, il met un tacle au milieu du tibia d'un joueur de Empoli, il prend un rouge justifié pour moi. Il n'y a pas scandale. Et puis ça met en galère direct la Juve. Alors bon, au caractère ils reviennent et puis Empoli finalement marque un but. Voilà, Empoli c'est pas une super équipe, mais encore une fois David et Nicolas les a transformés et ce qui fait que la Juve avait perdu 2 points. Donc je me suis dit chouette, le Milan peut reprendre 2 points sur la Juve, c'est cool, c'est peut-être le début d'une remontada. D'abord on reprend la Juve et puis ensuite on reprend l'Inter quand la Ligue des Champions reviendra, ils seront absorbés par ça. Et c'est bien. Et bien sûr, Milan arrive à faire 2-2 contre Bologne dans un match franchement qu'ils ont dominé et où ils ont 2 pénaltys et où ils perdent, ils les ratent les deux Français, nos 2 Français ratent les pénaltys, les 2 sont très mal tirés, enfin bon, très mal tirés, non. Celui de Théo Hernandez est plutôt bien placé, le problème c'est qu'il prend le poteau, et puis en plus après il le retouche, bon bref, et donc voilà, donc c'est compliqué, et finalement l'Inter qui va gagner à la Fio dans des conditions un petit peu bizarres, le but de Lautaro, est-ce qu'il fait une faute? Franchement, je trouve pas ça choquant. Je dois le dire. Moi, ça m'aurait choqué qu'on annule son but pour la pseudo-poussette qu'il fait sur le défenseur. Moi, je trouve que c'est du foot, c'est un petit peu physique. Donc voilà, ça m'emmerde, enfin ça m'embête, pardon. Mais effectivement, il marque ce but. Et puis ensuite, moi, ce qui me pose problème, c'est le penalty de Gonzalez. C'est pas possible de tirer un penalty comme ça. Même les penaltys de Milan étaient mieux tirés. C'est une passe en retrait à Sommer. Le mec s'est dit, je m'en fous, je fais un all-in. Si c'est contre-pied, c'est le penalty le plus chill du monde. Si c'est pas contre-pied, j'ai l'air d'un con. Bah voilà, il a pris la deuxième option. Donc voilà. Et d'ailleurs, je crois que c'est la première fois depuis je sais plus combien d'années, voire même la première fois en Serie A, qu'il y a dans la même journée de championnat 5 pénaltys ratés dans la même journée de championnat, il me semble. Parce que donc il y en a eu plein d'autres. Hein. Donc il y a eu les 2 du Milan, celui de la Fio, et après il y a eu un à Lecce, je crois. Enfin bref, il y a eu 5 pénaltys ratés. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire de la Serie A, ou alors ça doit faire 50 ans, un truc dans le genre. Donc voilà.
Quand même, plus facile d'être seul pour marquer. Pour moi, il y a faute directe. Je respecte les deux. Honnêtement, il aurait sifflé, je me serais dit, ouais, c'est vrai qu'il le pousse, mais c'est pas hallucinant comme poussette, quoi. C'est pas un truc de fou. C'est plus ils sont au duel, ils le poussent un peu. Bon, voilà. Okutonujo qui dit d'ailleurs c'est un sport de contact, je suis d'accord, et on veut la Ligue des Champions qui dit il y a contact et contact, là c'était un peu trop pour moi perso. Je peux comprendre. Je suis pas, je te dis, voilà. Au fond de moi, je pense que si c'est Giroud qui avait fait la même chose, je me serais dit non, bah ouais, il y a pas faute en fait, c'est juste il est physique et pas l'autre quoi. Mais si on avait sifflé, je me serais dit bon bah c'est léger, mais oui, pourquoi pas. Donc bon, bref. C'est comme ça, en ce moment, l'Inter, tout tourne pour eux. Hein. Ça, c'est clair. On peut, quand t'as la chance du champion, t'as la chance du champion. D'ailleurs, le penalty est là pour le dire. Hein. Donc voilà. D'ailleurs, dans un pays ultra foot, joli de faire la une des 3 gros quotidiens avec Sinner. Ouais, c'est bien. Ouais. Mais en même temps, là c'était quand même historique. Ça fait quoi, 45 ans après qu'il y a un Italien qui gagne un grand chelem. Donc bon, là c'est quand même historique. En plus c'est l'Australian Open. Il a sorti Djokovic qui est le GOAT, celui qui a le record des Australian Open. Enfin bref, tout est réuni pour que ce soit magique. Et puis le scénario du match en plus. Scénario du match, être mené de 7-0 et revenir gagner les 3 derniers sets en plus de façon magistrale. Non, franchement c'est extraordinaire. Et en plus, de toute façon, hein, que ce soit Djoko ou Sinner, ce sont 2 Milanistas, donc bon, bah voilà quoi. Moi je suis aux anges, ça me dérange pas qu'ils fassent la une. je suis au top. Donc voilà, c'est vraiment. Djoko et Sinner sont des très très grands tifosi du Milan. Donc voilà, ils étaient là d'ailleurs. Enfin, Sinner était là récemment, hein, là en début de saison. Il avait reçu un maillot et tout à son nom, tout ça. C'est un grand fan de Zlatan, donc voilà. Okutonujo qui dit je regarde pas le tennis. En même temps, tu peux pas tout regarder, Okutonujo. Déjà, tu regardes Torino-Bologne, Torino-Genoa. Je comprends que t'aies pas le temps pour le tennis. Parce qu'il faut savoir que Okutonujo regarde tout. Tout ce qui est football, il le regarde. Et je dis pas ça méchamment, je trouve ça admirable. Franchement, de temps en temps, je suis très surpris. Donc, félicitations. C'est très bien, c'est comme ça hein, qu'on apprécie le foot et qu'on comprend le foot. C'est pas que quand on regarde des très grands matchs. C'est aussi en regardant des petits matchs parce que le foot, c'est essentiellement ça. Donc voilà. Serie A surtout, tu me dis. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est souvent des Torino-Bologne, des Lecce, Lecce Empoli, des choses comme ça. Donc voilà. Moi, je regarde tous les sports, ski, tennis, foot, F1, moto, vélo. Mes journées sont bien remplies. Oui, je sais, tu nous avais déjà dit ça. On veut la vraie Ligue des Champions. C'est vrai que tu regardes tout. T'es omnisport, toi. Moi, je dois vous avouer que football américain, là, ces derniers temps, oui, j'aime bien. Un petit peu de MMA, mais ça m'est passé. Enfin, ça m'est passé parce que j'ai plus l'abonnement RMC Sport, tout simplement. Ski, très peu. J'en fais beaucoup, mais voilà. Tennis, oui. Oui. Puis je joue aussi, donc voilà. Football, bon, bah, bien sûr, hein. Je serais pas là, sinon. Et puis voilà. Après, le reste, les sports mécaniques, pas trop. J'aime bien Drive to Survive, mais pas en direct la F1. La moto, bon, ça m'a jamais trop attiré. Et puis voilà. Le vélo, oui, au mois de juillet pour faire la sieste. Voilà. Mais c'est tout. C'est tout. Non, le vélo, sinon, non. Mais sinon, oui, au mois de juillet pour faire la sieste avec plaisir. Donc voilà. Bon bref, revenons-en à nos moutons. L'Inter en profite. L'Inter en gagnant 1-0 contre la Fio en profite. En plus, c'est un match en retard. Donc il repasse premier du championnat devant la Juve qui avait pris provisoirement la tête parce que l'Inter avait un match en retard à cause de la Supercoupe d'Italie. Donc ils repassent devant avec un point d'avance. Et en plus, ils ont un match en retard. Donc potentiellement, ils peuvent reprendre vraiment 2 points de plus d'avance sur la Juve. Et ils prennent aussi 2 points d'avance en plus sur le Milan. Potentiellement. Donc là, ils vont commencer à être tout seuls dans leur monde, je pense. Ce qui est très bien, pour eux.
Parce que la Ligue des Champions arrive bientôt, hein, dans 2 semaines. Hein. Dans 2 semaines, la Champions recommence. Quoique l'Inter, je ne sais pas s'il joue dans 2 semaines, mais enfin, si c'est pas dans 2 semaines, c'est dans 3 semaines. Et c'est bien d'avoir un petit peu d'avance à ce moment-là de la saison, parce que c'est vrai que les lendemains de Ligue des Champions, souvent, pas forcément les matchs d'avant, parce que les matchs d'avant, il y a beaucoup de gens qui veulent leur place dans l'équipe. Donc tout le monde est bien motivé. C'est souvent les matchs d'après qui sont très compliqués pour la Ligue des Champions, et pour la Coupe d'Europe en général. Donc voilà, ouais, c'est très bien. Là, je regarde Kalidor avec Schwarzy. Bravo, bravo Gotonujo, je sais pas ce que c'est. S'il gagne dimanche, on pourra dire que l'Inter sera pratiquement champion. Ouais. D'ailleurs, on va en parler du week-end de fou qui nous attend. On en avait parlé un petit peu la semaine dernière, mais là, ce week-end-là, il est fou. Il est fou. 20 février et 13 mars pour l'Inter. Dimanche de fou, ouais, c'est vrai. Le dimanche est fou. Un petit tour par l'Allemagne. Ça devient de plus en plus compliqué pour le Bayer Leverkusen. Hein. Bayer Leverkusen qui l'a fait un match nul. Ces derniers temps, ils étaient très proches de faire des matchs nuls. Hein. Alors, finalement, dans le match, le contenu du match, ils ont 28 tirs. Bref, ils ont beaucoup d'occasions en première période, en deuxième période. C'est pas normal qu'ils marquent pas, finalement, sur ce match-là. Un petit peu comme d'habitude. Ils dominent extrêmement leurs adversaires, mais là, ces derniers temps, ils mettent plus au fond. Depuis que Boniface n'est plus là, c'est plus compliqué de marquer des buts. En revanche, il se crée toujours des occasions. Donc ça, c'est plutôt le bon truc. Mais là, à force de tourner autour du pot, à un moment donné, effectivement, le Bayer Leverkusen fait un match nul. De l'autre côté, le Bayern a gagné. Donc c'était contre Augsbourg, je crois. Et en l'occurrence, ils ont donc repris 2 points, parce qu'ils en avaient perdu 3 la semaine dernière, le Bayern, vu qu'ils avaient perdu contre Wolfsburg. Donc une défaite vraiment surprise. Donc ils avaient perdu 3 points, repris 2. Donc en gros, le Bayern a toujours récupéré sur 2 journées 1 point sur le Bayern. Donc c'est plutôt pas trop mal, mais on sent que chaque match devient de plus en plus compliqué maintenant. Très souvent, la décision se fait dans les arrêts de jeu, et là, elle ne s'est pas faite. Donc je ne sais pas si c'est pas le début de la fin un peu pour le Bayern. En tous les cas, le petit coup de moins bien qui devait arriver, tôt ou tard. On peut pas. Le rythme qu'ils avaient était inhumain. Peut-être que c'est maintenant que le Bayern va récupérer un peu les points. Donc voilà, on va voir. Salernitana Roma, toujours 0-0. Bon, ouais. C'est Leipzig qui me déçoit en ce moment en Bundesliga. Ça perd beaucoup ce week-end, encore 5-2. Oui, mais contre Stuttgart. Donc voilà, très gros match d'ailleurs. C'est vraiment le gros match du week-end finalement en Allemagne. Et le 5-2 est très 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 spectaculaire. Et c'est vrai que là, un petit peu, Leipzig s'en va. Stuttgart reste un petit peu tout seul, pareil, un peu décroché des autres. Donc voilà, ça commence à être une lutte à 2, c'est un peu comme en Italie, une lutte à 2 pour le titre, ensuite un troisième qui est un peu tout seul, et après 4e, 5e, 6e qui sont détachés. Donc oui, le championnat d'Allemagne et le championnat d'Italie cette année se ressemblent beaucoup sur la structure de la course au titre et de la course à l'Europe. Le Bayern et l'équipe de France qui ont perdu, comment ça sent pas bon. Ouais, il est touché au ligament croisé. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'ils disent 2 mois d'arrêt. Ça voudrait dire donc que c'est une rupture partielle ou que c'est une très grosse entorse du genou. On verra. Voilà. Après, moi, je n'ai jamais vraiment été convaincu par comment. Mais bon, bref. C'est un bon joueur, mais je sais pas. J'ai pas l'impression qu'il ait été très très décisif. Alors, bien sûr, en finale de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, ça, d'accord. Mais je parle en équipe de France. En équipe de France, il a jamais été ultra décisif, je trouve. Donc voilà. Bon. D'ailleurs, il y a un truc, vous savez que Coman, depuis qu'il a commencé sa carrière professionnelle, n'a jamais passé une saison sans gagner un titre. Et Harry Kane, depuis qu'il a commencé sa carrière professionnelle, n'a jamais gagné un titre. Ça veut dire que, quoi qu'il se passe, il y a une des 2 séries qui va s'arrêter. Et j'ose espérer que pour le Bayern, ça va basculer du bon côté. Mais c'est pas sûr. Franchement, c'est pas sûr parce que Harry Kane, c'est quand même un sacré chat noir. Je vous laisse vous reporter au penalty qu'il a tiré contre l'équipe de France encore à la dernière Coupe du Monde. Bon, bref, c'est vraiment un sacré chat noir. Donc je sais pas. Je sais pas quelle est la série qui va s'arrêter en premier, mais ça risque de piquer. Ça risque de piquer pour le Bayern. Ça serait beau que ce soit Leverkusen qui empêche Kane de gagner un titre. Mais oui, ce serait complètement dingo qu'un club comme Leverkusen, qui ne gagne jamais rien,
soit moins un chat noir que Harry Kane. Franchement, ce serait marrant. Ce serait très drôle. Ça ferait pas rigoler certains amis à moi, mais ça me ferait marrer, moi, vraiment énormément. Donc voilà. Bon, bref. En tous les cas, voilà, ça se resserre un peu en haut et c'est pas fini. Donc, on va faire un petit tour dans le dimanche, la semaine prochaine, lundi soir, quand on va débriefer, on va avoir des matchs de l'espace. Bon, déjà, il y a l'Olympico en France. L'Olympico entre Lyon et Marseille. Je parle d'un certain Ludo, absolument, tu as tout à fait raison, on veut la vraie Ligue des Champions. Entre Lyon et Marseille, effectivement, l'Olympico, même si les deux clubs sont pas au sommet, c'est toujours, il y a beaucoup d'intensité. Lyon sort de 2 défaites après qu'on ait eu l'impression qu'ils s'étaient sortis de leur mauvais pas concernant la relégation. Et Marseille, eux aussi doivent se relancer. Hein. Là, ils ont fait une piètre prestation, un match nul contre une équipe qui a terminé à 9. Donc voilà, bon, les deux équipes doivent se racheter, donc ça risque d'être à couteau tiré. Ça, c'est déjà le premier match. Deuxième match, 17h30, enfin deuxième match. Très gros autre match, 17h30, Arsenal-Liverpool, le premier contre le troisième, ça va envoyer du steak, ça c'est vraiment un très très gros match. Donc voilà, on va voir un petit peu où on est Arsenal, justement on en parlait tout à l'heure, et aussi est-ce que Liverpool va vraiment lutter en tête-à-tête avec Manchester City jusqu'à la fin de saison. En Espagne, le derby de Madrid, Real Madrid, Atlético Madrid à 21h en direct sur beIN Sport 1. Donc Arsenal-Liverpool, 17h30, Canal+. Lyon-Marseille, 20h45, Prime Video. Bien entendu, alors je parle pour la France. En Allemagne, rien de foufou. Hein. Bon, il y a un Leipzig-Union Berlin qui peut-être l'année dernière nous aurait fait rêver, mais bon, cette année, étant donné que Berlin est 15e, c'est pas terrible. Et enfin, le derby d'Italie, et d'ailleurs, il n'y a pas que ça, hein, parce qu'il y a aussi Atalanta-Bergame-Lazio, donc c'est plutôt pas mal et c'est important pour l'Europe, et suivi à 20h45 sur beIN Sport 2 de Inter-Juve. Donc franchement, stratosphérique cette soirée est complètement folle. La soirée de dimanche, je vais vraiment avoir beaucoup de mal à me décider. Bon, alors, je pense que je vais regarder Inter-Juve parce que, forcément... Mais je vais beaucoup zapper sur Real Atlético. Et puis à 17h30, je me serais fait Arsenal-Liverpool, ça c'est clair. Donc voilà, et puis je me tiendrai au courant, on va dire, du score de Lyon-Marseille. Je vous garantis rien quant à est-ce que je vais le regarder ou pas. Donc voilà. Voilà, en tous les cas, lundi prochain, on aura beaucoup de choses à débriefer. Ce sera vraiment super. Et puis on se rapprochera... petit à petit de la Champions. Donc voilà, on pourra commencer peut-être à en parler un petit peu, voir un peu les évolutions. Il y aura certainement, vous savez très bien que le football nous réserve toujours des surprises. Donc allez savoir, quid de Xavi, quid de Liverpool, la réaction des joueurs après l'annonce de Jürgen Klopp, etc. Bref, on verra comment ça va se développer tout ça. Écoutez, merci beaucoup, c'était vraiment encore très très sympa de discuter football avec vous, j'espère que ça vous a amusé, j'espère que ça vous a intéressé, en tous les cas c'était mon cas. On se retrouve lundi prochain à 21h, comme d'habitude, n'hésitez pas aussi à aller revoir la vidéo sur YouTube, bien sûr sur Twitch, et puis bien sûr en podcast, sur toutes les plateformes de streaming. N'oubliez pas les 5 étoiles aussi, et puis le petit pouce sur YouTube, ça fait toujours plaisir. Voilà, merci beaucoup, salut à tous, et n'oubliez pas, ciao les gars, ciao ciao.